Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le grand talk consacré évidemment à la problématique du genre. Nous parlerons des femmes, plus exactement. En 2010, seule une femme était candidate à la présidence de la République. Aujourd'hui, progression, il y a 2 femmes dans la liste des candidats à la présidence de la République. Que valent-elles? Une femme à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce possible? Nous en débattrons avec, bien sûr, nos différents invités dans cette émission. À ma droite, Monsieur Zap Kasso, leader d'opinion. Zap Crasso, excusez-moi pour le peu. Vous êtes leader d'opinion et vous êtes plus proche du candidat Afi Nguessan du Front populaire ivoirien. Exact. En face de vous, mademoiselle Nesmond Delors, avec qui justement nous débattrons dans cette émission, puisqu'elle sera à mes côtés pour décrypter le programme des différents candidats sur le genre. Vous êtes journaliste et spécialiste du genre. De l'autre côté, madame Ayeri Bako-Simone, porte-parole du candidat Kouadio Konan-Bertin. Et puis, pour terminer la présentation, Monsieur Tokoré Gervais-Olivier, secrétaire national du Renouveau pour la paix et la concorde, le RPC-Paix. Vous êtes chargé du genre et du développement. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. En tout cas, alors, petite analyse sur la campagne pour chacun. Vous vivez cette campagne? Je pense que la campagne commence à rentrer dans sa phase active. Et depuis pratiquement ce week-end, il y a une activité débordante. On voit beaucoup d'affiches. Les différents leaders sont déjà dans les pays, j'allais dire, dans les provinces. Et ça va bien. Ça va bien. Je sens que le mercure monte. Ok. Madame Ayeri Bako-Simone, je rappelle, vous êtes porte-parole du candidat KKB, dont la campagne a quand même timidement démarré. Déjà, ça a commencé par un démenti, et ensuite, il a été obligé de monter au chrono, mais il n'est pas sur les affiches, les panneaux routiers, notamment ces fameux panneaux 12 mètres carrés. Merci, M. Varol. Je voudrais dire ici que les campagnes, en général, lorsqu'elles sont ouvertes, dans le cas d'espèce la présidentielle, lorsqu'elles sont ouvertes à 2 semaines donc, du scrutin, en général, tout politicien considère qu'elle est déjà finie. Parce qu'on n'attend pas à 2 semaines du scrutin pour se mettre sur le terrain. Et donc, je voudrais dire que pour nous, la campagne, elle a commencé dès lors que nous avons décidé de représenter l'aspiration des Ivoiriens. Depuis belle lurette, nous sommes sur le terrain. Le candidat a été partout, par Moevo. Et aujourd'hui, effectivement, ce que vous dites n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait légitime dans la mesure où, en plus d'être candidat, vous savez que nous appartenons à un cercle plus grand que la coalition nationale pour le changement. Et pour des raisons de fonctionnement interne, nous avons dû nous abouter autour donc, des décisions qui émanaient du groupe. Aujourd'hui, le candidat KKB n'est pas la seule émanation de la coalition nationale pour le changement. Il y a le candidat Charles Kola Bani, raison pour laquelle aujourd'hui vous constatez que nous allons tous à cette élection, mais c'était le temps de mettre en place quelques réglages. Je dis que cette élection, ce n'est pas une élection où les Ivoiriens vont courir forcément après les t-shirts, après les gadgets, après les panneaux. C'est une élection en fait qui s'est déjà établie dans le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, il s'agit pour les Ivoiriens de décider de leur avenir. Le destin est quelque chose de si important, est quelque chose de si grand, de si fort, qui nous unit tous et pour laquelle, depuis longtemps, nous avons déjà défini la marche à suivre. L'idée était de savoir, évidemment, si vous allez investir les 12 mètres carrés, on comprend le discours politique, le discours de campagne. Mais bien sûr, les jours qui arrivent. Ça arrive. Vous aurez droit à une fête populaire. Monsieur Tokoré, justement, avant de venir à cette émission, vous étiez sur le terrain avant, que vous êtes allé voir si les panneaux d'affichage routier portaient déjà les photos de votre candidat, je crois. C'est ça. C'est ça, et vous avez commencé à investir la ville? Oui, nous avons commencé, c'est tout à fait normal. Je veux dire que d'abord, l'homme politique, comme on le dit, il est toujours en campagne.
Mais au niveau des affiches, en tout cas, nous avons essayé d'investir le terrain, d'être aussi présent sur les 12 mètres carrés et en dehors des 12 mètres carrés, d'être aussi présent sur les autres supports d'affichage et tout ça. Et donc c'est ce que nous avons fait ce matin avant de venir à cette émission, en train de vérifier que nous sommes effectivement bel et bien présents, ça veut dire du point de vue affichage. Sinon, on a commencé la campagne à notre niveau par une messe d'action de grâce. Qui a eu lieu à Bingerville. Qui a eu lieu à Bingerville dimanche. Et puis ensuite, on a eu le premier meeting et la candidate, progressivement, est en train d'investir la Côte d'Ivoire. En ce moment, elle se trouve à San Pedro, où il y a un meeting qui a lieu. On va terminer cette analyse de la campagne avec mademoiselle Nesmond Delors. Alors vous, en tant que journaliste, comment vous vivez cette campagne justement ? Justement, la campagne a commencé, c'est vrai, timidement, mais le mercure commence à monter. Et on remarque que les femmes sont très présentes dans cette campagne. Elles mobilisent, elles sont sur le terrain, elles tiennent le micro, elles parlent aux populations. C'est ce que nous avons noté pour l'instant. Le regard du genre. Le regard du genre. Nous allons voir dans cet élément en portrait croisé des deux candidates à la présidence de la République. Et c'est tout de suite. Après Jacqueline Loès-Hoble en 2010, deux femmes sont candidates à la présidentielle ivoirienne de 2015. L'ex-ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Henriette Lagou, et Jacqueline Kwangwa, présidente du syndicat des entrepreneurs et fournisseurs de l'État du Haut-Sassandra, ont décidé d'écrire de nouvelles pages de leur vie, mais aussi celle de la Côte d'Ivoire. La présidente du RPC, le Renouveau pour la Paix et la Concorde, parti centriste, focalise son projet de société sur la bonne gouvernance, l'autonomie de la femme, la paix et la cohésion entre les Ivoiriens. Quand la conseillère à la mairie de Zouaounien, Jacqueline Kwangwa, prône, elle, l'unité et le progrès. Ces candidates, espoirs de leurs partisans, parmi lesquels on compte naturellement de nombreuses femmes, entrent ainsi dans une compétition où les hommes disent réserver à la gente féminine une place de choix dans leur programme de société. Une femme présidente de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas impossible, mais qu'en pensent les Ivoiriens? En ce qui concerne une femme comme président de la République de Côte d'Ivoire, je pense que ça sera une très bonne chose, vu qu'en Afrique, on n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Voilà, parce que ça sera une très bonne chose qu'une femme soit présidente d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ça prouvera que effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays véritablement démocratique et que le rôle de la femme en Afrique, effectivement, prend une place prépondérante dans les mentalités et dans les mœurs. Une femme présidente de la Côte d'Ivoire, enfin, c'est du jamais vu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes dans une situation où aujourd'hui les gens ont compris que l'essentiel c'est la paix et on pourrait peut-être rêver la paix avec une femme. Ben, pourquoi pas? Une femme présidente dans ce pays, je pense que c'est une très bonne chose. Une bonne chose pour nous les femmes. Parce qu'avec cette place, je pense que les femmes auront une bonne place dans ce pays. Elles seront respectées et nous allons mieux comprendre beaucoup de choses dans le monde politique. Pour une femme présidente de la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est un peu trop tôt pour la Côte d'Ivoire. Notre mentalité en tant qu'Ivoirien n'a pas encore atteint ce niveau-là. Retour sur le plateau, Kwangwa, Jacqueline, Claire et Lagou, Henriette, en tout cas les deux candidates sur les 10 candidats choisis par le Conseil constitutionnel. Alors vous, quand vous avez, comment vous jugez justement cette participation de ces deux femmes à cette élection de 2015? C'est une participation salutaire, dans la mesure où nous avons doublé le chiffre. Elles sont passées d'une femme candidate à deux femmes candidates. Une femme en 2015, en 2010, Jacqueline Loès-Hoble qui était à en deux 2010. femmes maintenant en 2015. Et ce sont deux femmes qui ont des portraits différents, mais qui sont aussi toutes dynamiques. Une femme politique, une femme de la société civile. Je pense que le débat est équilibré. Alors en 2010, justement, on se rappelle que la candidate Jacqueline Loès-Hoble n'a pas fait plus d'1%. Est-ce qu'on peut s'attendre à un score plus élevé que celui réalisé en 2010 par la candidate Justement, c'est là que se trouve le piège. Une candidate femme, en 2010, pour revenir en 2010, Jacqueline Hoble qui est allée dans le marché, investir les QG de femmes, elle a parlé aux femmes. Et les femmes étaient
plus de la moitié inscrite sur la liste électorale en tout cas. Mais les femmes n'ont pas voté pour la femme. En 2015, les femmes vont-elles voter pour les femmes? Faut-il voter parce qu'elles sont des femmes? Moi, je pense que plutôt qu'il faut regarder leur programme de société, leur programme de gouvernance, qu'est-ce qu'elles proposent pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, y compris les conditions des femmes, des enfants. Et toutes ces questions sont à prendre en compte, à mon avis. On parlera de la question de la femme tout au long de cette émission. Monsieur Zab Crasso, oui. Vous, une femme à la tête de ce pays, vous y croyez? Je pense vous pensez qu'elles ont leur chance? Évidemment. Parce que Jacqueline Kangwa, elle fait campagne qu'à Daloa et dans le Grand Ouest. Ah oui. Elle est une inconnue de la scène politique. Elle débarque comme un cheveu sur la soupe dans cette élection présidentielle. Je pense que le thème qui touche effectivement à la femme, tout à l'heure on aura peut-être le temps de développer cela, mais pour ces élections présidentielles en Côte d'Ivoire, et même dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous constatons que la femme peine à se faire voir et à être acceptée. Il faut avoir le courage de le reconnaître, et comme le disait la sœur, on a l'expérience de Jacqueline Louès Oble, qui est vraiment une dame qui n'a rien à envier de par sa carrure politique aux hommes, mais qui a brisé ce tabou. Et il y a un tabou qu'il faut vraiment briser, mais j'ai espoir qu'un jour, une femme viendra à la tête de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Jacqueline Louès Oble, vous l'avez dit, et je vous reprends les mots. Elle a brisé, évidemment, le tabou en se présentant pour la première fois à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les femmes ne sont pas seulement que présentes pour être présidente de la République, elles sont aussi présentes dans le débat, dans la campagne. Et justement, Mme Mayeri Bako-Simone, vous êtes sur le terrain. Une femme qui mobilise, les gens acceptent de plus en plus de voir les femmes dans cette campagne. Déjà, je voudrais dire en ce qui concerne les deux candidates féminines que leur geste est à saluer. Est à saluer parce qu'au sortir d'une guerre, il est difficile de se lancer dans un débat politique qui naguère a fait des milliers de morts. Vous savez toujours que les femmes sont les victimes les premières de ces situations-là et de ces crises. Je voudrais saluer leur geste. Quelqu'un a parlé de pionniers, il y avait aussi Jacqueline Oble. Et je dis que nous allons, c'est un processus qui est enclenché, qui sera totalement irréversible. Et je voudrais maintenant revenir à votre question et dire que oui, nous sommes sur le terrain. Parce que les femmes, elles comptent pour la moitié de la masse votante. Mais aussi, elles comptent pour près de 48% pour la masse démographique. Alors, quel que soit Alpha, les femmes seront dans tous les cas, elles vivront un impact de cette élection-là. Pourquoi ne pas être là où l'on décide? Une élection, c'est aussi un choix que nous avons de décider qui nous voulons pour être à la tête d'un pays. Donc, il est important que les femmes y soient. Pour revenir au terrain, qui mieux que les femmes peuvent porter les voix des femmes? Aujourd'hui, il y a un engouement populaire. Les femmes sont organisées par association, par coopérative, par groupe, et ainsi de suite. Elles sont sur le terrain, elles accompagnent des candidats. En ce qui nous concerne, nous sommes vraiment organisés jusqu'à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, la plupart des rencontres que nous menons sont soutenues par les femmes. Elles accompagnent véritablement, elles sont présentes et elles orientent. Elles nous font des propositions et ces propositions-là sont intégrées dans l'orientation de la gestion que le candidat propose aux Ivoiriens. Les femmes sont là. Aujourd'hui, je salue cet esprit. Car en réalité, le fait d'être simplement présente là en amont, avant même que la décision ne soit prise au final en aval, mais c'est déjà important que nous soyons là où l'on décide. Et les femmes sont là. Et elles continuent de s'intégrer. Et elles s'imposent, elles se lèvent d'elles-mêmes. Elles vont vers les candidats. Je voudrais donc saluer l'initiative de Mme Dao Gabala et d'Agnès Crédit et autres, Mme Yehiri. Les femmes s'engagent. Elles sont allées vers les candidats pour leur demander qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les femmes. Voici des initiatives, voici des actions qui sont à saluer. Et à travers toutes ces actions, on peut dire véritablement que les femmes sont engagées dans cette élection. Allez, on va suivre justement dans l'élément qui va suivre la position d'Henriette Lagou. Elle disait à Bégerville pourquoi une femme doit être présidente de la République. Est-ce qu'une femme qui donne vie peut ôter la vie? Est-ce qu'une femme qui connaît la douleur de l'accouchement peut tuer son enfant?
femme peut prendre fusil. C'est pour ça que j'ai décidé que nous soyons maintenant présidents pour que le pays retrouve la paix. Tant qu'une femme ne sera pas présidente en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué parce que les hommes se battent. Dans la gouvernance, dans la politique de notre pays, les hommes sont défaillants. Ils ne préoccupent. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans nos candidatures, on est candidat, il y en a qui se disent, bon, moi je suis candidat. Où vous avez vu ça? C'est pas possible. Ou tu fais, ou tu ne fais pas. Donc moi je dis, j'ai décidé de faire pour mes enfants. J'ai décidé de faire pour mes soeurs. Soyez-en sûrs, je vais jusqu'au bout. Henriette Lagou, une femme déterminée, hein. Comment vous la trouvez? Justement, il faut saluer son courage parce que c'est la première femme chef de parti politique qui se présente à une élection. Nous avons au moins 3 femmes de chefs des partis politiques. Certaines ont préféré accompagner des candidats, d'autres ne se sont pas présentées pour des raisons qu'elles ont évoquées. Mais là, en tant que chef de parti, il faut relever ce fait. D'habitude, ce sont des femmes candidates indépendantes. Même qu'on l'a vu dans les élections locales, ce sont des femmes candidates indépendantes en général. Et là, chef de parti politique, c'est un symbole qui est très fort. Et je pense qu'elle est déjà à encourager sur ce plan-là. Henriette Lagou, bon, vous êtes le représentant de Mme Henriette Lagou. Pour vous, évidemment, son engagement était nécessaire, puisqu'elle le dit, les hommes ont quasiment échoué dans la gestion politique de notre pays. Oui, c'est une des raisons. C'est une des raisons qui l'amène à se porter candidate. Je veux dire, pour revenir un peu à ce que disait ma voisine, la différence par rapport à ce qui s'est passé en 2010, la différence ici, c'est que nous sommes un parti politique qui avons décidé d'aller aux élections. Vous comprenez? Et c'est la première femme chef de parti politique qui est présente à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un symbole pour nous. C'est un symbole, mais parce que, quelqu'un disait tout à l'heure, après une grave crise que la Côte d'Ivoire a connue, il s'agit maintenant d'aller vers une réconciliation. Vous savez, c'est difficile. Et ce qu'il faudra faire, c'est de choisir quelqu'un qui est à même de pouvoir réconcilier, ou du moins ramener tout le peuple de Côte d'Ivoire à une symbiose. Et nous pensons que Henriette Lagou a cette capacité-là de pouvoir le faire. Une femme même a cette capacité, et comme elle est déterminée à le faire, elle a cette expérience-là. Et puis, par rapport à l'idéologie même qui sous-tend, ça veut dire sa candidature, c'est une idéologie centriste. Et à travers tout cela, nous pensons que il serait bon de porter le choix sur Henriette Lagou. Et puis, mettre à la tête de la Côte d'Ivoire une femme. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de vos différents programmes concernant les femmes. Qu'est-ce que vos candidats proposent à l'ensemble de la population? Je rappelle que sur ce plateau, nous avons Mme Ayeri Bako-Simone, qui est porte-parole du candidat Kwadio Bertin, M. Zap Grasso, du candidat Afi Zap Grasso. J'y suis arrivé. Vous y arrivez. Guessant, M. Tokoré Gervais Olivier, secrétaire national du RPCP, chargé du genre et du développement. Alors la petite note coquine et pleine d'humour dans cette émission, je vous propose de voir sur ces images, pour terminer la première partie de cette émission, Monsieur Alassane Ouattara esquissant lors de son meeting à Yamoussoukro quelques pas de la nouvelle danse à la mode ici en Côte d'Ivoire. La danse à Kobo Poussière, voici Alassane Ouattara en train de danser. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, persévérons tous dans la non-violence. Acceptons de perdre aujourd'hui pour gagner demain. Élection, c'est pas Niaga.
Retour dans la deuxième et dernière partie de cette émission où l'on décortiquera le programme des candidats que nous recevons dans cette émission concernant la problématique du genre, notamment quelle politique pour la promotion de la femme. Alassane Ouattara, évidemment, est le président sortant, candidat à sa propre succession, aura, pendant son mandat, marqué par beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment les femmes peuvent désormais accéder à la gendarmerie, à l'école militaire préparatoire et technique de Bergerville, les MPT. Pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une femme est grand chancelière ou chancelière, voilà. Et puis, son gouvernement, 5 femmes dans le gouvernement, on peut le dire. Il n'aura peut-être pas réussi totalement, mais les preuves sont là. La femme est bel et bien présente au cœur du système de M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Madame Ayeri Bako, nous allons tenter de comprendre évidemment la politique de promotion du genre de M. Kouadio Konan Bertin. Merci. Je voudrais dire avant tout propos que la question du genre est essentiellement liée à une question de volonté politique. La plupart des candidats, quand ils sont candidats, ont pour habitude de dire « je vais faire ». Une fois au pouvoir, ils disent « il faut faire ». Vous voyez que c'est des thèmes ici qui ramènent ce candidat-là dans la posture moins dynamique, mais laissant à tout autre le soin de réaliser ce qu'il a promis. Aujourd'hui, dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous avez 5,6% de femmes. Vous avez des femmes mères, 4,56%. Vous avez, dans le gouvernement, je disais, 17,24% des femmes ministres, et puis de femmes députées, 5,6%, des femmes maires, 4,56%. C'est très peu. C'est très peu. Et il faut rattraper ces choses. Nous décidons de créer ce que nous avons appelé la discrimination positive, pour permettre aux femmes déjà d'occuper des postes de responsabilité au sein même des réseaux de décision du pouvoir. Et puis, je vais vous étonner, mais le candidat l'a promis, il va le faire. En plus donc des allocations allouées aux partis politiques, nous avons défini ce que nous avons appelé la dividende parité, qui sera une prime additionnelle en fonction de la représentativité du nombre de femmes représentées au sein des partis politiques et élues. C'est-à-dire que vous avez un certain quota de femmes élues représentant donc votre parti à l'hémicycle. Vous avez une prime additionnelle, de sorte que les questions de parité soient intégrées déjà quand il s'agit de faire le choix des candidats aux différentes élections. Et cela, le candidat s'engage à le faire. Mieux, il a décidé vraiment de faire de la question de la parité son cheval de bataille. J'ai parlé de discrimination positive, d'intégration des femmes dans le tissu de décision, mais aussi dans le dispositif économique. En général, lorsque les gens veulent aider les femmes, c'est des actions d'éclat, c'est des actions de communication. On octroie des chèques, mais en réalité, ces chèques ne peuvent rien apporter, c'est des montants dérisoires. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je termine, ce qu'il faut faire, nous avons décidé déjà de prendre en compte la formation des femmes, leur formation, leur intégration, jusqu'à ce qu'elles perçoivent le premier revenu qui concerne l'opération, par exemple, qu'elles vont mener en ce qui concerne leur activité génératrice de revenus. Toutes ces actions-là sont là et nous allons les mettre en œuvre. Nous allons faire un suivi-évaluation en ce qui concerne la part de financement que nous allons accorder aux femmes dans la prise en compte de leur activité pour diminuer le niveau de pauvreté des femmes, quand en réalité, les femmes constituent plus de 68% on va tenter maintenant de la production nationale. Et là, je vais demander à ma consoeur, Nesmond Delors, peut-être quelque chose, une question. Oui, c'est intéressant ce qu'il propose, le candidat Konan Bertin. Mais en même temps, comment briser ces pesanteurs socio-culturelles? Parce que c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. On a vu tantôt que les électeurs ne réagissaient pas toujours favorablement en faveur des femmes. Aujourd'hui, on va mieux aider la femme à s'autonomiser, comme vous le dites là. Mais comment faire accepter aussi à la société, tenir compte des cultures et tout ça? Merci, madame. Vous me donnez l'occasion de revenir sur le choix de la question liée à madame Lagou. C'est vrai que nous aimons bien cette initiative que prennent les femmes pour s'engager dans le débat politique. Mais en même temps, je veux vous dire
que les femmes ne seront pas choisies simplement sur la base de leur féminité. Elles seront choisies, élues sur la base de leurs compétences et sur la base de ce qu'elles proposent aux Ivoiriens. C'est là toute la différence. Nous avons décidé, c'est vrai que nous voulons faire de la discrimination positive, mais alors nous allons établir des critères de compétences. Des critères de compétences en fonction de ce que la femme offre. Et aujourd'hui, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des jeunes filles de plus en plus qui s'intéressent aux filières scientifiques, il y a des jeunes filles excellemment formées, il y a beaucoup de choses. Même la filière rurale, les femmes s'organisent. Il y a un travail qui va se faire que nous allons intensifier. Nous allons aller à la recherche de l'excellence. On va évidemment parler de ce que vous proposez aux ménagères, aux femmes qui travaillent, aux femmes citadines, aux femmes rurales dans un instant. Monsieur Tokoré Gervais Olivier, vous êtes secrétaire national du RPCP chargé du genre et du développement. Que propose Mme Henriette Lagou ou la candidate Henriette Lagou aux femmes de Côte d'Ivoire? Bien, merci. Le 6 juin dernier, Mme Henriette Lagou faisait sa déclaration officielle de candidature. Et elle a dit une phrase qui m'a véritablement marqué. Elle a dit aux Ivoiriens, et je cite, « Choisissez-moi, pas parce que je suis une femme, choisissez-moi parce que je suis femme. » C'est tout un symbole, monsieur. Parce que il y a d'abord son expérience, j'allais dire professionnelle. Oui, on a longuement parlé de la femme, de sa biographie, mais on aimerait savoir concrètement quelles sont les propositions que c'est pour ça que je viens. Elle a un livre qui sortira bientôt dans le cadre de cette campagne-là, dans lequel se trouve son projet de société, rien que pour que les Ivoiriens puissent apprécier, hein, et puis la juger. C'est pas lire. Et puis la juger. Non, je le dis pour donner un élément de vérification. Non, vous comprenez? Sinon, ça il faut le savoir. Vous n'avez non, je dis ceci pour que les gens aient la possibilité de vérifier quand Mme Henriette Lagou sera au pouvoir. Sinon, ce qu'elle fera, c'est améliorer l'égalité basée sur le genre par l'apport véritable des femmes, l'implication des femmes. Alors, il s'agira de, comment on appelle ça? Il s'agira de formation et d'emploi au niveau des femmes. Il s'agira d'accès au foncier. Moi, chez moi, par exemple, dans ma culture, les femmes n'ont pas le droit à hériter d'une terre. Et ça, c'est un problème que nous comptons, et la candidate Henriette Lagou compte régler. Et vous comprenez, il y a l'accès au crédit, il y a la participation des femmes à la vie politique. Alors, à ce niveau, il faudra, parce que nous avons participé à plusieurs séminaires où il était question de faire en sorte que les femmes soient présentes dans les sphères de décision. Alors, la candidate Henriette Lagou propose de pouvoir donner un fonds à toutes les femmes. D'abord, à toutes les femmes qui vont se porter candidates aux élections. À toutes les femmes, pour que les femmes soient plus représentées. D'abord à l'Assemblée nationale, ensuite, pour ce qui concerne les autres institutions, ce sera la parité. Alors, moi, je veux des réponses concrètes. Hein. Aujourd'hui, 15% des entreprises sont dirigées par des femmes. Ce chiffre aurait pu être supérieur si les activités des femmes ne baignaient pas dans l'informel. Et en général, quand on veut aider les femmes, c'est juste quelques petits fonds pour aider à booster. Mais les femmes entrepreneurs pleurent carrément. Et concrètement, pour ces femmes-là, ces femmes entrepreneurs-là, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quelle démarche et tout ça? Pour les femmes entrepreneurs, il est prévu une banque que Mme Lagou a dénommée la BFAM, la Banque des femmes, qui va permettre de pouvoir aider toutes celles qui sont, comme vous le dites, dans l'entrepreneuriat. Comprenez? De sorte à pouvoir leur octroyer des crédits, mais à un coût véritablement réduit. Voilà. Une banque qui sera consacrée et comment on appelle ça, spécialement et spécialisée, j'aurais dit, dans l'aide aux femmes entrepreneurs. Voilà. Alors, on va revenir du côté du FPI avec M. Zap Crasso. Ouais. Le candidat Afin Guessam, globalement, propose quoi pour les femmes? Bien, très rapidement, le président Afin Guessam, conscient du déficit de la capacité donc de la femme à s'intégrer dans la vie politique et même dans la vie sociale ivoirienne, a des défis. Et un défi majeur,
c'est de placer la femme dans son programme, ce qui définit alors par mettre la femme à la place qu'il mérite. Là, j'ai entendu tout à l'heure les camarades, bon, ce sont leurs programmes, parler des primes. Mais pour le président Afin N'Guessan, il n'y a pas de primes à donner, il y a des choses à corriger. La femme doit être pleinement active parce qu'elle mérite de cette participation objective et normale dans la vie politique ivoirienne. Ainsi, il promet de promouvoir, on va dire, de les intégrer dans le tissu socio-économique et de faire en sorte que le leadership des femmes soit vu comme une réalité. Ainsi, il promet une parité, mais pas une parité dans le genre de faire 10 hommes et pour une femme, mais une parité à part. Voilà, 10 hommes pour une femme, certains parlent de parité, mais quand tu vois dans la composition de cette parité, c'est de trouver au moins une femme dans une composition où on a une majorité d'hommes. Le président Afin N'Guessan promet, alors, dans cette action qui est tout à fait normale, de faire une parité, mais à part égale, dans toutes les instances. Là, vous allez choquer Mme Bateau, la parité. C'est ça qui est je ne suis pas choqué, je vous promets que je n'ai rien compris à tout ce qu'il a dit, franchement. La parité, non, mais ce que je veux dire, pour une parité, dans toute... On va revenir à vous dans quelques instants. Vous avez peut-être une question, je sais pas. Oui, parce que les partis politiques font des propositions pour les femmes, mais en interne, souvent, les femmes même se plaignent d'être sous-représentées dans les instances dirigeantes des partis politiques. Et qu'est-ce qui est fait en interne pour la promotion même de la femme au sein de son parti? Le FPI aurait pu, par exemple, présenter une femme pour ces élections. Mais je vous ai dit, j'avoue que c'est un déficit de conception que le président a fait reconnaître. Alors, améliorer cela, le proposer et l'intégrer dans son programme, voudrait dire qu'il faut réparer quelque chose qui est une réalité. Alors, nous allons... Maintenant, j'explique encore à nouveau. La parité, peut-être que vous ne l'entendez pas comme moi je l'entends, mais une parité telle que nous les avons vues dans toutes les instances de décision ou dans n'importe quel groupement, une parité a toujours voulu qu'une femme soit mise de côté ou à côté d'un groupe d'hommes. Voici ce que certains considèrent comme être une parité. Mais pour le président Afin N'Guessan, il faut une parité à part égale. J'explique. Pour, par exemple, l'Assemblée nationale, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, pourquoi pas? Et c'est vraiment un défi qu'il entend réaliser concrètement, et cela va de soi. Merci encore. Maintenant, on va rentrer dans des questions plus spécifiques. Notamment, qu'est-ce que vous prévoyez par parti pour la petite fille, pour les jeunes filles, notamment sur la scolarisation, parce qu'on sait que les filles arrêtent très tôt l'école. Ouattara a dit dans son discours prévoir l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Est-ce que vous partagez cela? Bien. Je ne vais pas revenir sur les dernières interventions. Je continue de dire que je n'ai vraiment rien compris. Alors, on va parler de la scolarisation de la jeune fille. En ce qui concerne le candidat Kwadjo Konon-Bertin, déjà pour nous, il y a un thème majeur qui ressort donc des décisions que le candidat a prises en ce qui concerne la jeune fille. C'est qu'il a décidé, je pèse mes mots, il a décidé de traquer. Il a décidé de traquer la jeune fille partout où elle se trouve pour pouvoir l'intéresser à l'école. Parce qu'une chose est de dire, une autre chose est de faire. L'école obligatoire, allez-y voir dans les marchés, les petites filles continuent de porter des bagages. Allez voir dans les villages, elles continuent de vaquer aux occupations ménagères. Non, c'était pas non plus un programme qui allait immédiatement. Mais justement, nous avons décidé de traquer. Tout est question, M. Varol, de volonté politique. Parce que l'initiative vient du gouvernement. La société, elle pourra, après, se faire des échos en prenant la suite de ces activités-là. Mais si le gouvernement décide de mener des actions coriaces, la population, elle suivra. C'est pour cela que le candidat KKB, Kwadjo Konon-Bertin, a décidé de traquer. C'est-à-dire d'utiliser tous les moyens, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les associations, d'abord pour sensibiliser. Il faut sensibiliser. Sensibiliser surtout nos mères, nos épouses. Sensibiliser, mais ensuite
il y aura des moyens de coercition. Car en vérité, tout ce phénomène qui est autour de la petite enfance découle très souvent sur des questions de violence faites aux enfants. Donc, il y a un système qui va accompagner. Donc, nous allons traquer et nous allons les trouver et nous allons intégrer les parents à la prise de décision d'emmener leur enfant à l'école. Une question sur la scolarisation de la jeune fille. Oui, sur la scolarisation de la jeune fille, notamment la question des grossesses en milieu scolaire. Comment comptez-vous faire face à ce phénomène-là? Bien, vous me donnez l'occasion ici de dire que le candidat prévoit, une fois au pouvoir, de faire en sorte que certaines personnes, je veux dire certains fonctionnaires, à des postes sensibles, qui les mettent au contact des enfants, qui en définitive créent ces phénomènes qu'on appelle aujourd'hui grossesse en milieu scolaire ou des questions de pédophilie. Il a décidé de résoudre ces problèmes-là, mais de façon très rationnelle, en décidant d'extirper du milieu, par exemple, du fichier des fonctionnaires, toute personne qui aura déjà été reconnue par la justice comme étant coupable d'action sur les mineurs, qui aura débouché sur un cas de grossesse ou même un cas de viol, ainsi de suite. Il faut enlever ces personnes-là au contact des enfants. Deuxièmement, la précarité et la pauvreté dans laquelle vivent la plupart des parents font aujourd'hui que l'autorité parentale est bafouée. Aujourd'hui, il nous faut revenir à des systèmes qui prennent en compte les premiers besoins des jeunes filles. Parce qu'en fait, c'est parce que le premier besoin, le besoin élémentaire n'est pas satisfait que la jeune fille, suivant déjà la mode, suivant ses camarades dans leur comportement, se donne le droit d'aller chercher ce qu'elle n'a pas obtenu ici. Donc, il y a d'abord une question de sensibilisation, mais il y a aussi qu'il faut aider les ménages. Il faut aider ces jeunes filles-là. Et nous pensons revenir sur les systèmes d'internat dans les grandes villes, comme à Abidjan, pour que les jeunes filles d'abord soient confinées, de telle sorte qu'elles ne soient pas à la portée du premier venu pour des propositions indécentes. Mais nous allons revenir au système d'internat et puis trouver là le meilleur cadre pour que le suivi scolaire soit vraiment propice. Dans un premier temps. Pour l'instant, on va revenir à vous. Alors, au-delà justement du fait qu'il faille sensibiliser, traquer, confiner, quelles infrastructures allez-vous mettre en place, notamment du côté du RPC, pour annuler le problème de grossesse en milieu scolaire et autres manques de scolarisation des jeunes filles? Nous n'allons pas traquer, on n'est pas traumatisé. Ce sera Henriette Lagou au pouvoir, ce sera la sensibilisation. Mais ce qui est important ici. Je vous demandez de parler un tout petit peu plus fort. Ce qui est important ici à notre niveau, c'est qu'il faudra, pour ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire, nous pensons que les violences qui sont basées sur les gens devront être criminalisées. Il s'agira de prendre une sorte d'armada juridique. Mais au-delà, on sait que dans ce débat, vous allez... Je parle d'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, d'infrastructure d'accueil de ces jeunes filles... C'est pour arriver sur cela que je dis, il faudra d'abord, parce qu'avant de construire, il faut d'abord mettre les fondamentaux. Vous comprenez? Donc, nous, ce que nous prévoyons en termes d'infrastructure, c'est un rapport avec les conseils généraux et les conseils régionaux de faire en sorte qu'il y ait dans chaque village une école, de sorte que la petite fille qui doit quitter son village pour aller dans un autre village pour aller à l'école ne soit pas barrée par des personnes sur la route, afin que... Votre programme prévoit combien de classes exactement ? Combien de classes, combien de lycées, de collèges que vous avez prévu? Comment vous allez investir le territoire national pour permettre de régulariser ce problème? Le programme parle de villages et de classes. Nous avons un projet que nous intitulons le projet Un village, une école. Alors, si nous avons 11 000 sites habités en Côte d'Ivoire, faites le calcul et vous verrez. Donc, c'est ça la question, c'est de faire en sorte que il y a à côté de chaque pâté de maison une école, un centre d'éducation pour que les enfants soient en même temps surveillés de leurs parents et de leurs enseignants. Et donc on va parler maintenant d'un autre type de femmes, notamment toutes ces femmes commerçantes, toutes ces ménagères qui ne sont pas prises en compte par le système de la retraite,
comment vous, au FPI, pouvez aller travailler pour la retraite de ces femmes, là, toutes ces commerçantes qui sont sur nos marchés, qui sont dans le système informel? Comment, au FPI, on pourrait régulariser leur situation quand elles atteindront l'âge de la retraite? Merci. Pour déjà parler de la retraite, il faudrait que ces femmes vendeuses qui sont d'un courage extrêmement à féliciter, il faudrait qu'elles soient organisées. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, en même temps que ce sont les viviers économiques ici en Côte d'Ivoire, les femmes sont complètement désorganisées. Donc actuellement, elles ne peuvent prétendre à quoi que ce soit. Alors il est prévu évidemment une organisation, de sorte à ce que un groupe de femmes qui, par exemple, se lancent dans le vivier pour la vente de la banane ou de l'ananas, puissent constituer une mutuelle et à partir de cela, avoir un fonds de retraite qu'elles-mêmes auront contribué dans leur cotisation à asseoir. Il y a donc de ces projets-là qui sont vraiment de façon, j'allais dire, primordiale, mis en route par le président Afin-Guessan dans son programme. Mais il y a beaucoup d'autres chantiers concernant les femmes que nous aurons à énumérer. Alors, Madame Bako Simone, notamment parce qu'on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, mais les parents pauvres de l'économie ivoirienne, ce sont aussi ces agriculteurs-là qui, au soir de leur vie, ne disposent pas de retraite. Il n'y a rien qui est fait justement pour les planteurs. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est justement une question au cœur de cette campagne électorale et c'est une question qui revient. Voyez-vous, la question liée au domaine du foncier en Côte d'Ivoire est essentielle. Et je voudrais dire que la première question autour de laquelle nous articulons la prise en compte donc, de la rivalisation du secteur agricole, c'est de revenir sur la loi de 1998, la revaloriser et informer au maximum les acteurs du secteur agricole, rural, pour dire que nous allons mettre en lumière l'octroi du foncier collectif, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment le dire, c'est le foncier collectif. Au lieu de chercher un titre foncier particulier, le titre foncier collectif permettra d'abord de résoudre des questions liées donc à la cohésion sociale dans nos régions, mais la question du foncier collectif peut également couvrir aussi bien les femmes que les hommes, de sorte qu'à travers ce titre foncier collectif, nous voulons engager donc, les acteurs économiques dans même la prise en compte de du désir, par exemple, d'avoir des crédits dans les milieux bancaires. Mais à partir du titre foncier, vous êtes déjà crédibilisé, vous existez, vous êtes identifié et vous êtes localisé. Ça, c'est d'un. En réinitialisant ce foncier collectif, nous permettons aux femmes aussi de devenir des décisionnaires et de devenir aussi des propriétaires de terrain. Parce que vous le dites, elles sont les parents pauvres. Elles représentent moins de 22% de la redistribution donc de notre produit intérieur brut. Pour dire qu'en le faisant, nous permettons à la masse rurale déjà scientifiquement d'étaler son action dans le temps en amont et maintenant en aval. Nous allons revenir au système des coopératives. Les coopératives à outrance, les coopératives responsables devant l'État, les coopératives responsables devant le partenaire privé, où l'État n'est pas forcément intégré, mais où le partenaire privé peut aider justement ces communautés villageoises-là à aller de l'avant. Quand vous parlez de pépinières, quand vous parlez de semences, quand vous parlez de... En tout cas, vous avez un projet ambitieux pour le monde agricole. Peut-être une question? Oui, toujours pour le monde agricole. J'aimerais savoir si vous vous intéressez aussi à la question du salaire minimum agricole. Parce qu'avec la revalorisation du SMIC, les agriculteurs continuent de réclamer aussi un salaire pour les cultivateurs, les cultivatrices, on va dire. Est-ce que vous vous inscrivez dans la dynamique de la couverture maladie universelle qui est en cours en ce moment
dans la mesure où j'entendais tout à l'heure M. Crasso qui parlait d'organiser les femmes en coopérative, comme vous le dites tantôt, il faudrait que les agricultrices s'organisent. Comment les intégrer? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un des chantiers qui est à explorer, d'un des défis de la couverture maladie universelle. Comment vous allez parvenir, si vous inscrivez dans cette logique de la couverture maladie universelle, à intégrer ces femmes, ou sinon ces populations du monde rural? Mesdames, avant de parler même de salaire minimum, il faut déjà commencer par payer la valeur même des produits qui sont vendus. Il faut payer la vraie valeur parce que déjà, si les produits qui sortent des champs, bord champs, perdent déjà leur valeur avant d'arriver par exemple dans les grandes localités, vous comprenez qu'il y a une déperdition déjà. Si nous ne pouvons pas déjà mettre en place une politique qui permette de minimiser la déperdition de nos produits vivriers sortants des champs, ce n'est pas le salaire. Le salaire viendra par la suite, à partir du moment où nous avons rationalisé tout ce processus. Vous savez qu'aujourd'hui, la flottille même je veux parler des camions qui sont pris pour aller ramasser tous ces produits vivriers. Vous savez que les produits vivriers pourrissent à l'intérieur et pourtant, sur les marchés, la demande est forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère parce que ces produits-là n'arrivent pas là où il faudrait. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le salaire minimum? Déjà, il faut pouvoir permettre aux planteurs de vivre de ce qu'il a semé, de ce qu'il a récolté. Et après, il faut mettre en place, et ça nous allons le faire, mettre en place une politique qui prenne en compte cet agriculteur-là depuis la base, parce qu'il a été identifié, en tout cas, parce qu'il a intégré une coopérative, et parce que justement, il permet d'arriver sur le marché et d'être candidat Conan Kouadio-Bertin. Merci en tout cas. Et, très rapidement avec vous aussi, vous avez prévu quelque chose justement pour toutes ces femmes sur les marchés, notamment la question de la retraite du secteur informel. Et avant de parler de la retraite, il faudrait parler déjà comme je dis, il faudrait parler d'abord de la possibilité pour ces femmes-là d'être ravitaillées en temps réel. Comprenez? Donc il faudra d'abord, nous allons aller et leur permettre par l'octroi de crédit, je parlais tantôt de la création d'une banque des femmes, par l'octroi de crédit, nous allons leur permettre de posséder, d'entrer en possession des véhicules qui vont leur permettre d'aller chercher les produits sur les champs pour les transporter, j'allais dire, dans des conditions, dans de meilleures conditions sur le marché. Ensuite, vendre, permettre la distribution. Et donc, elles auront vendu, évidemment, pour se relever. Oui, peut-être, on n'a plus beaucoup de temps, mais me fait-on dire, j'aurais bien voulu qu'on poursuive ces débats. Nous espérons qu'on aura un autre plateau pour... Mais c'est bien de savoir le budget quand même qui compte accorder aux femmes. La part du budget qui compte accorder aux femmes. Le montant peut-être dépendra du projet. Budget par rapport à quoi? La part du budget que vous comptez accorder à la question de la femme. Mais la question, pour le candidat... Si on devait prendre une part sur le budget de l'État, quel pourcentage prendriez-vous pour consacrer justement à la femme très rapidement en un chiffre? Non, il n'y a pas de chiffre et de budget à accorder, d'autant que dans la vision du président Afin-Guissant, la femme est l'égale de l'homme et il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas à catégoriser qui que ce soit. De chiffres pour se dire au revoir. En termes de chiffres, je souscris dans la même veine, mais je voudrais dire quelque chose. Puisqu'on parle de chiffres, je vais vous faire entrevoir quelque chose. En Côte d'Ivoire, l'enfant qui naît reçoit une allocation familiale de 2500 francs, n'est-ce pas, par couple. Mais le candidat Kakabe a décidé que ces allocations familiales-là, plutôt que d'apparaître seulement sur le bulletin des hommes et d'aller dans la poche des hommes, le candidat a décidé que ces allocations familiales doivent être reversées aux femmes. Ce qui veut dire que quoi? Il faut d'abord identifier ces femmes et point n'est besoin d'être forcément marié légalement avec cet homme. Parce que l'enfant, vous ne l'avez pas fait toute seule. Cet enfant-là, il est pris en compte et à partir du 3e enfant, il y aura la majoration. Et donc, chaque fin de mois, la femme qui supporte la scolarisation, qui supporte l'éducation, recevra reverser ces allocations-là pour la soutenir quotidiennement. Merci. Si vous voulez parler de chiffres, en tout cas, nous pourrons y revenir. Parce que tous les secteurs... Peut-être un dernier mot, monsieur Ayeri. On ne parlera pas de chiffres. On ne parlera pas de chiffres. Non, la question est tellement importante qu'on ne peut pas donner... En tout cas, pour l'instant, on ne pourrait pas donner des chiffres. Merci beaucoup. Mais nous disons que le budget sera conçu
en prenant en fonction compte de ces programmes destinés la question du genre. aux femmes. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tokoré Gervais. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, chargé du genre et du développement. Monsieur Zap Crasso, leader d'opinion, représentant sur ce plateau le candidat Afin Guessant, et mademoiselle Nessémon Delors, journaliste spécialiste du genre, qui a bien voulu nous aider à préparer cette émission et surtout à participer au débat. Et pour terminer, Madame Ayeri Bako Simone, vous êtes porte-parole du candidat Kouadio Conan Bertin, dit KKB. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci. Moi je vous dis bye bye, on va se retrouver très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk consacré au présidentiel en Côte d'Ivoire. À très bientôt. À bientôt. Merci.